Bienvenue, chers invités. Je m'appelle Nitria. C'est moi qui serai votre guide. La boîte à musique, épisode 8. Son frère, il n'y a que sa tête. Pourquoi cette fille vient-elle de parler à son frère décapité? Je ne l'ai pas tué, si c'est ce que tu penses. Son visage redevient sérieux. Nitria m'a dit pouvoir le sauver, mais elle ne m'a pas dit comment. Qui est Nitria? Elle m'a dit être un guide. J'ai accepté son aide en échange de mon rein. C'est une sorte de contrat entre elle et moi. Ton rein? Nitria a des sortes de pouvoirs magiques. Mon rein est apparu dans son verre et elle l'a dévoré. Dois-je vraiment croire à ce qu'elle dit? Ou bien, elle dérape? Il n'y a rien à manger, ni à boire, sauf à l'étage. Elle pointe du doigt une trappe au plafond dans le coin de la cave. Qu'est-ce que c'est? C'est là qu'il travaille. Elle parle des habitants, comme cet homme qui avait tenté de me tuer. Si tu veux dormir, il y a des draps. Pourquoi est-ce que cette Nitria n'est pas là? J'en sais rien. Elle s'absente souvent. Tu lui fais entièrement confiance? Je sais pas. Mais en tout cas, c'est grâce à elle que je suis ici et que je t'ai rencontré. Mais elle a dévoré ton rein. Son visage se crispe. C'était le contrat. Qu'est-ce que tu voulais que je fasse d'autre? Retourner dans le noir et finir comme mon frère? Et qu'est-ce qu'on fait maintenant que nous sommes ici? On attend Nitria. Je suis très nerveux. Cette fille a la peau sur les os. Nous attendons une femme qui dévore des organes et nous allons soigner une tête décapitée. Tout ça n'est pas très rassurant. Je prends un drap pour m'installer dans un coin, loin de cette fille, loin de l'entrée, loin de la trappe, gardant un œil sur tout ce qui se passe. Je me suis assoupi. Depuis combien de temps? La fille n'est plus là. Près de l'entrée de la cave, il y a une femme habillée de mauve, portant un énorme chapeau, assise sur une chaise rustique, devant une table où se tient un habitant, vieux, massif, les yeux globuleux, en train de lui remplir un verre de champagne. Elle prend son verre et le regarde en posant sa main sur son menton. Une couleur ni sombre, ni brumeuse. Elle fait doucement tournoyer le liquide, puis rapproche le verre de son nez. Une senteur plutôt fruitée. Elle prend une gorgée, la garde en bouche, puis crache sur le sol et reprend une autre gorgée. Plutôt équilibré, tout en étant moelleux. Elle prend une plume sur la table, trempe le bout dans un encrier et inscrit quelques notes dans un carnet. Gardons cette bouteille pour les grandes occasions. Comptes-tu rester tout seul dans ce coin sombre? Un frisson vient parcourir mon corps. Vous êtes Nitria? Je suis un guide de l'outre-monde. Peut-être que 3 bouteilles feront l'affaire. Elle continue à prendre des notes dans son carnet tout en me parlant. En échange de l'un de tes organes, je peux répondre à toutes tes questions, te guider là où tu le souhaites. Elle ferme son carnet tout en tournant son visage blanchâtre vers moi et en souriant.
Je pensais qu'elle portait un masque, mais son visage est tellement blanc qu'on le croirait en porcelaine. Je n'ai pas l'intention de passer un contrat avec vous. Elle garde son sourire. Qu'importe. Ne veux-tu pas la rejoindre? Son frère ne va pas tarder. Elle regarde la trappe ouverte dans le coin. Son frère ne va pas tarder. La tête est toujours sur le tabouret. Je monte la petite échelle. Et franchis la trappe. Tout autour de moi, il y a plein de machines à l'arrêt. Certaines d'entre elles émettent des vapeurs sortant par de petits tubes. L'odeur est nauséabonde. Marchant à travers la salle, je contemple les machines. Elles sont sombres et imposantes, avec de nombreux câbles qui en sortent de tous les côtés. Certaines machines sont tellement hautes que je n'arrive pas à percevoir le sommet dans l'obscurité. D'autres paraissent très menaçantes, avec d'énormes engrenages dentés, des crochets, des lames, des fours gigantesques. C'est donc ici que les outils sont fabriqués. Ça ressemble surtout à une salle de torture. J'entends un bruit derrière une colonne. Je m'approche et tombe nez à nez avec un habitant dont le corps est coincé dans une sorte de tube. Je n'avais jamais remarqué comment la tête d'un habitant est énorme et, en même temps, mal formée. Il pousse des gémissements en me regardant dans les yeux et en tendant ses bras vers moi. Est-il coincé? Ou cherche-t-il à m'attraper? Je me rends compte qu'il essaie en fait d'atteindre un bouton rouge juste à côté de moi. Est-ce que je dois appuyer dessus? L'homme continue ses gémissements tout en gardant ses bras tendus vers le bouton rouge. C'est certainement le mécanisme pour le libérer. J'appuie sur le bouton. La machine commence à faire du bruit, tandis que l'homme baisse ses bras. Le bruit est infernal. Soudain, un craquement. Le corps de l'habitant commence à s'enfoncer lentement. Un liquide rouge sort des vis de la machine. Je suis en train de le tuer. J'appuie sur le bouton rouge en espérant arrêter le processus. Mais il ne se passe rien. L'homme s'enfonce de plus en plus et vomit du sang sans jamais hurler. De l'autre côté de la machine, des bouts d'os, d'organes, de chair sortent par un tapis roulant et tombent dans une caisse. Sa tête est la seule chose dépassant du tube. Une énorme pince descend du plafond à l'aide d'une chaîne. Elle vient saisir la tête et l'arrache de ce qui reste du corps. Je le vois en train de me regarder avec ses deux yeux globuleux, n'exprimant aucune émotion, aucune douleur. De la chair et une partie de sa colonne vertébrale pendent de sa nuque. La pince s'élève dans l'obscurité du plafond et l'emporte au loin vers une autre machine. Je la suis. Elle reste suspendue au-dessus d'un tube d'une autre machine. Celle-ci est très étrange. On dirait une sorte de cuve vitrée avec à l'intérieur plein de bras mécaniques rouillés et ressemblant à des couteaux suisses. Elles sont composées de pinces, de seringues, de perceuses, de bistouris et d'autres outils tellement étranges que je ne trouve aucun mot pour les décrire. Je trouve un autre bouton rouge. J'appuie dessus. L'énorme pince descend avec la tête. Entrant dans la cuve, il y a une ouverture circulaire située au-dessus. Une ampoule s'allume et les bras mécaniques s'activent comme des pattes d'araignée. Deux perceuses viennent creuser un trou sur chacune des tempes de la tête. Un tuyau vient aspirer tout ce qui se trouve dans le crâne de l'habitant.
Une spatule enlève les yeux, tandis qu'une pince vient insérer des câbles dans sa tête. 2 ampoules sont placées dans les orbites. Je ne comprends rien de ce qui se passe. Le sang gicle de partout. De la chair pend sur chacune des pinces. La pince géante remonte avec la tête, dont les ampoules, à la place des yeux, s'illuminent, alors que la bouche est toujours en mouvement, comme si elle essayait de marmonner quelque chose, sans qu'aucun son n'en sort. C'est répugnant. C'est donc ça, les outils. On décapite les habitants, et ils deviennent des utilitaires. Je m'éloigne de cette machine horrible. Tout ce qui se trouve ici est recouvert de sang sec ou encore humide. Même le sol. Par contre, pas une seule trace de cette fille. Mais j'aperçois l'entrée vers une autre salle au loin. En entrant dans cette pièce, j'y trouve tous les ouvriers de cette usine, les habitants. Ils sont regroupés à plusieurs endroits. Je m'approche d'un groupe autour d'un énorme bassin rempli d'un liquide brunâtre et gluant qu'ils dévorent en y plongeant leur tête ou les mains. Cette vision est repoussante. Je retrouve la fille, couchée sous un robinet rouillé. Son visage est recouvert d'un liquide noirâtre. À côté d'elle, d'autres habitants sont également sous des robinets, buvant un liquide noir libéré sous haute pression. Vient-elle de faire la même chose? Elle se relève et s'approche de moi. Saïd. À la manière d'un troupeau, les habitants se bousculent pour retourner au travail. Se bousculant, se marchant dessus, montant les uns sur les autres. Et maintenant, Elle m'a dit d'attendre l'île inéluctable. de quoi parle-t-elle? Cela ne durera qu'un moment. Nitria s'approche de nous. Il ne reste plus que mon frère. C'est exact. Je ne vois pas comment vous comptez sauver son frère. Patience. Pourquoi cette usine, Nitria? C'est quoi l'intérêt de ces outils? Voyez les outils comme des habitants. Une fois créés, ils quittent l'usine pour vagabonder dans l'outre-monde. Ils ne travaillent pour personne. Nitria tourne la tête vers des escaliers rouillés en colimaçon, montant tellement haut que les dernières marches sont plongées dans l'obscurité totale. Ne montez jamais ces escaliers. Jamais. Nitria me jeta un regard frissonnant avec un léger sourire. Qui est là-haut? Quelque chose qui tient les habitants sous contrôle? Raison pour laquelle vous ne risquez rien ici? Du moins, pour le moment. Pour le moment, Je ne suis qu'un guide. Je n'ai aucun contrôle sur les imprévus. la fille attrape mon bras. Parle-lui de ce que tu as trouvé. J'ai moi aussi une boîte à musique. Comment? Nous regardons Nitria, surpris de sa propre stupéfaction. Son sourire a disparu. Je sors la boîte à musique de ma poche et la lui donne. Elle l'inspecte silencieusement. Nitria, dans notre contrat, tu as dit pouvoir répondre à toutes mes questions. Je peux vous conduire où vous souhaitez. Je peux tout vous dire sur ce que je sais de l'outre-monde. Donnez-moi un peu de temps pour élucider ce mystère. Donc, tu ne peux pas répondre à tout. Nitria regarde la fille du coin de l'œil. Je suis un guide, pas magicienne. Sa réponse met la fille mal à l'aise. Nitria me rend ma boîte à musique. J'ai autre chose. Je sors la boussole de ma poche et la donne à Nitria, qui l'inspecte. L'aiguille pointe vers une porte. Je me dis que, étant donné que nous sommes passés par une porte pour venir dans ce monde,
Il doit forcément y en avoir une autre pour partir. Son léger sourire se redessine. Voyez-vous ça? Nitria, je ne vois pas la porte. Quoi, tu ne la vois pas? La fille secoue la tête. Je ne vois rien, moi non plus. Nous sommes à nouveau surpris par la réponse de Nitria. Néanmoins, je connais l'outre-monde. Je vais donc te demander de me montrer dans quelle direction se trouve la porte en question. Elle me rend la boussole. Je tends la main pour maintenir l'aiguille en équilibre. Elle fait un premier tour sur elle-même, puis s'immobilise. Nitria reste silencieuse. Où est-ce qu'elle mène, Nitria? Chaque chose en son temps. Vous devriez aller vous reposer. Votre frère sera soigné dans les temps. Évitez de trop vous éloigner de la cave. Nitria ne semble pas vouloir nous dire où mène cette boussole. Est-ce qu'elle hésite? Quoi qu'il en soit, ces choses ont l'air de lui sembler inhabituelles. Peut-elle vraiment nous aider? Nous retournons à la cave. Je discute avec cette fille. Nous parlons de notre vie dans le monde réel, de notre famille, de tout ce que nous faisons là-bas. Je n'ai jamais pensé à lui demander son prénom. Alors, c'est l'occasion pour moi de lui demander, et elle me répond. Numéro 12. Je m'appelle numéro 14. Mon cher acolyte, je vais vous demander de patienter ici. Je suis navré de vous réveiller en plein sommeil, mais j'ai des questions. Je ne suis qu'un guide, et en tant que guide, je me dois de savoir les choses que j'ignore. Ces deux enfants prétendent venir d'un autre monde. Que sont ces boîtes à musique sans mélodie? Elles ne servent donc plus à rien. Que sont ces enfants? D'autres enfants en ce moment même? Il y a donc plusieurs boîtes à musique. Je remarque que ces êtres ont des comportements particuliers, comme la peur, la même que les habitants. Mais ces enfants peuvent-ils être contrôlés comme des habitants? Donc, il y aurait un lien entre leurs émotions et l'outre-monde. Quelle en serait l'utilité? Il y a donc une zone d'ombre à ce sujet. Qu'en est-il de cette boussole qui indique l'emplacement d'une porte? Quel est l'intérêt de mener ces enfants dans cet endroit inexploré? Alors, nous manquons d'informations. L'arrivée de ces enfants a une certaine concordance avec l'apparition récente de ceux que nous ne voyons pas. Tout devient de plus en plus intéressant. Nous partirons dans très peu de temps. Pourquoi donc? Il me semblait que ceux qu'on ne voit pas
n'approchait aucune de nos structures. Dans ce cas, nous partirons dès que son frère sera soigné. Soyez prudent, mon cher. L'autre monde s'étend de plus en plus, donnant naissance à des inconnus. Cela va faire quelque temps que nous sommes ici maintenant. N'ayant aucune horloge comme référence, nous utilisons la sonnerie des pauses des ouvriers comme référence. Après 60 sonneries, nous dormons. J'ai commencé, moi aussi, à manger la nourriture des habitants. C'est répugnant. Vraiment répugnant. J'ai vomi de nombreuses fois. Nous faisons nos besoins dans un coin de l'usine. Moi et 12 n'avons plus rien à nous dire. On ne fait qu'attendre et attendre. Mais, d'un autre côté, nous sommes toujours effrayés. Mais cette cave nous garde en sécurité. Ça fait combien de temps que nous sommes plus sortis de cette usine? On a certainement dépassé une semaine. Pourtant, j'en sais rien. Qu'est-ce que c'est? Ça vient de la porte menant à l'extérieur. La porte s'ouvre lentement. Impossible de voir ce que c'est. Il fait trop sombre de ce côté-là. Nitria? Ou son acolyte? Nous le voyons, lentement se glisser dans la cave. Je n'ai jamais autant ressenti de terreur depuis que je suis ici. Devant nous, un corps sans tête s'avance en titubant, squelettique, grisâtre, les vêtements en lambeaux. 12 tombent à terre. Nous sommes paralysés de terreur, incapables de réagir. Cette vision nous dépasse tout ce que nous avons vu dans cette usine. Parce que cette chose ne vient pas de l'usine. Nous sommes en danger. Soudain, la trappe de la cave se relève brusquement. Et un groupe d'habitants se précipite sur le corps et l'emporte à l'étage, tandis que l'un d'entre eux s'empare de la tête du frère de 12. 12 tourne lentement sa tête vers moi, terrorisée. Serait-ce... Que veut-elle me dire? Son frère? 12 se lève et court rejoindre le groupe d'habitants. Je la suis. À l'étage, les habitants sont regroupés autour d'une table d'opération. Impossible d'y voir quoi que ce soit. Tous sont occupés à travailler sur le corps. 12 se tient à proximité d'eux, les mains sur les joues, nerveuse. Moi aussi je suis nerveux. Je vois un habitant apporter du fil de fer, un autre apporter des pinces, un autre apporter des seringues, un autre des câbles électriques. 12 me regardent et me parlent, mais il y a tellement de bruit que je ne l'entends pas. Un flash surgit de la table d'opération, puis un autre. Va-t-on retrouver son frère tel qu'il était, ou bien sont-ils en train de créer un monstre? Après un long moment, les habitants arrêtent de travailler et se tiennent immobiles face à la table. Il y règne un silence sinistre. Il nous est toujours impossible d'y voir quoi que ce soit. Qu'est-ce qu'ils attendent? Les habitants se dispersent dans la salle, laissant apparaître la table d'opération, éclairée par une simple ampoule pendue au plafond. Nous nous approchons lentement de la table
pour découvrir le résultat de l'opération. Est-ce que c'est bien ton frère? Je crois. Nous ne percevons aucune cicatrice autour du cou. Aucune trace de fil de fer, de ficelle, de coup de couteau. Tout est propre. Les habitants peuvent paraître grossiers, sales, idiots, misérables, mais leur travail est exceptionnellement précis. Nitria s'approche du côté opposé de la table. Son acolyte se tient près d'une machine, jouant de l'accordéon. Les habitants ont reconstitué ton frère. Certains de ses souvenirs sont altérés et il peut présenter quelques défauts psychomoteurs ainsi que neurologiques. Ce qui était endommagé a été remplacé par d'autres choses. Nitria claque les doigts et le petit garçon ouvre les yeux. Il se redresse lentement et regarde autour de lui. Numéro 12. Son frère est bien revenu à lui. Il lui faut encore du temps pour reprendre ses esprits. 12 s'occupe de lui, improvise des vêtements en utilisant les draps de la cave, lui raconte tout ce qu'il s'est passé. Il s'appelle Seth. Comme nous a dit Nitria, il présente quelques défauts assez troublants. Sa tête penche constamment sur le côté. Il marmonne souvent des mots incompréhensibles. Bien que son corps reste squelettique, plus le temps passe et plus ses idées deviennent claires. Bien plus tard, Nitria s'est absentée pour quelque temps avec son acolyte. Lors d'une discussion avec Seth, 12 lui parle de sa famille. Mais de quoi tu parles? Je veux dire, chez nous? Notre maison? Nos parents? Nos amis? Tu ne te souviens pas? Seth semble intrigué. 12. Ça n'existe pas. Nous dormions. Tout était noir. Il semble avoir perdu tout souvenir de sa vie dans notre monde. Tout ira mieux lorsque nous rentrerons enfin chez nous. Nous continuons à patienter en discutant, en dormant et en allant nous nourrir à l'étage. Peu à peu, le moral revient. Puis, encore une fois, nous ne savons plus quoi nous dire. Alors, nous dormons en attendant le retour de Nitria. Je recommence à rêver, peu à peu, mais de l'autre monde. Ce qui reste un cauchemar. Debout, nous partons. Nous nous réveillons. Nitria se tient debout à côté de la petite porte de la cave. Si j'étais vous, j'éviterais de trop tergiverser. Nitria sort de la cave. 12 prend son frère sur son dos et nous nous dépêchons de rejoindre Nitria. Revoir l'extérieur me fait frissonner. Nous sommes à nouveau plongés dans l'obscurité et l'insécurité. Devant nous se tient un carrosse, noir, illuminé par 4 lanternes suspendues sur chaque coin du véhicule. L'acolyte, tenant un fouet, est le cocher. Il y a 4 chevaux noirs. Montez. Qu'est-ce que c'était? Il s'approche. Mais de quoi tu parles? Nous n'avons plus de temps à perdre. Nitria monte calmement s'asseoir dans le carrosse. Nous nous précipitons à l'intérieur. L'acolyte claque le fouet et le carrosse démarre. Des habitants sortent subitement en nombre par la petite porte de l'usine, carabine à la main, et tirent en direction des bruits. Ceux que nous ne voyons pas. Le carrosse accélère. Nitria craque une allumette et allume une lanterne suspendue au plafond. C'est la première fois que ceux qu'on ne voit pas s'approchent de nos structures. Nous restons silencieux, inquiets de la situation.
Nous suivons la direction de la boussole? C'est exact. Nous allons tous enfin bientôt rentrer chez nous. Nous sommes heureux d'avoir enfin pu quitter cet endroit. Nous n'avons plus besoin de supporter la puanteur de l'usine. À partir de maintenant, je serai incapable de vous aider. Nous regardons Nitria, interloqués. Qu'est-ce que tu veux dire, Nitria? Nous sommes en route pour la partie inexplorée de l'Outre-Monde. J'ignore ce qui se trouve là-bas. Voyez l'Outre-Monde comme le mycélium d'un champignon composé de filaments. Ces filaments forment les réseaux dans lesquels nous nous trouvons. Le mycélium est en expansion continue. Les réseaux s'allongent, se divisent et se connectent à d'autres réseaux. Par exemple, les êtres que nous ne voyons pas, parce qu'ils se déplacent dans l'obscurité, proviennent certainement d'un réseau qui s'est connecté au nôtre. Vous me suivez? Je crois. Nitria sort un petit livret de sa poche et commence à lire. Peut-être que l'Outre-Monde est un champignon, après tout. Nitria tourne une page de son livre. Bien que certaines bactéries produisent elles aussi du mycélium. À partir de ce moment-là, Nitria ne dit plus un mot et se contente de lire son petit livret. 12 et son petit frère se tiennent l'un contre l'autre. L'intérieur du carrosse est assez chic. Il y a 2 banquettes disposées en vis-à-vis. Nous sommes assis en face de Nitria, qui se trouve sur la banquette avant. Une petite vitre permet de voir l'acolyte. Le carrosse a une portière en bois de chaque côté. Je suis assis à côté de l'une des portières. À travers la fenêtre, j'aperçois l'une des 4 lanternes suspendues au carrosse, ainsi que l'une des 4 roues. Oh, c'est étrange. J'ai cru apercevoir un chat noir portant un col en fraise blanc autour du cou. Des habitants partout autour de moi. Leur corps se démembre. Leurs organes se déplacent en se traînant sur le sol. Ils s'assemblent, se collent entre eux. Je vois maintenant une créature indescriptible, constituée d'organes qui se tordent dans tous les sens. Je me réveille, la tête contre la paroi du carrosse. Où sont les autres? L'une des portières est ouverte. Sont-ils sortis? Je me lève et sors du carrosse. L'acolyte est toujours assis sur son siège, fouet en main, tenant la corde de l'attelage. En face du carrosse, j'aperçois Nitria, 12 et 7, immobiles en train d'observer quelque chose. Je les rejoins. Je sors la boussole de ma poche. Ce n'est pas ici. Devant nous se tient une porte au milieu de nulle part, encadrée dans son chambranle. Soudain, à suivre dans le prochain épisode de la boîte à musique. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. J'ajoute juste un détail par rapport aux voix. Toutes les voix que vous entendez, Nitria, 12, 1 et 7, ne proviennent que de ma propre voix, que j'ai modifiée à l'aide d'un logiciel. Vu que les personnages sont de plus en plus nombreux, c'est un choix que j'ai fait pour pouvoir justement les différencier entre eux. C'est le confinement, mais ici on ne manque de rien et on est en sécurité. Pas vrai, mamie?